prochaine vidéo sur les espaces vectoriels, parlons maintenant de sous-espaces vectoriels. Commençons par la définition. Donc on prend V un espace vectoriel et on prend W une partie non vide de V, c'est-à-dire un sous-ensemble de V qui contient des vecteurs, qui contient des éléments. Alors on va dire que W est un sous-espace vectoriel de V si, lorsqu'on le munit des mêmes opérations que V, eh bien W est également un espace vectoriel. Ça veut dire que comme les vecteurs de W sont des vecteurs de V, ça c'est la définition de sous-ensemble, eh bien je vais pouvoir définir la somme de deux vecteurs de W comme je le faisais dans V. Je vais pouvoir aussi, de la même façon, définir le produit d'un réel par un vecteur de W comme je le faisais dans V. Maintenant la question c'est est-ce que ça me donne un espace vectoriel? C'est-à-dire que est-ce que mes deux lois sont bien une loi de composition interne et une loi de multiplication externe? Et est-ce que W avec ces deux lois vérifie bien les 8 propriétés qu'on a vues dans la définition? Alors regardons s'il y a certains points qui sont toujours vrais ou s'il y a des points, il va falloir vérifier pour voir si c'est vrai ou pas. Alors commençons par le premier point. Est-ce qu'on a bien une loi de composition interne? C'est-à-dire, est-ce que lorsque je fais la somme de deux vecteurs de W, j'obtiens bien un vecteur de W? Eh bien, c'est pas dit. Tout va dépendre. Je sais que quand je vais faire la somme de deux vecteurs de W, ça va me donner un vecteur de V. Mais est-ce qu'on est dans W ou pas? Rien ne le garantit. Donc il va falloir le vérifier à chaque fois pour pouvoir savoir si, oui, on a bien un espace vectoriel ou non. Est-ce que ma loi multipliée par un réel est une loi de multiplication externe? C'est pareil. Quand je vais multiplier un réel lambda avec un vecteur de W, ça va me donner un vecteur de V. Mais je ne sais pas si ça va être un vecteur de W. Donc il faudra le vérifier pour tous les réels et tous les vecteurs. Est-ce que l'associativité va être vraie? Oui, parce que les vecteurs de W sont des vecteurs de V. Donc comme cette égalité-là, elle est vraie pour tous les vecteurs de V, elle est en particulier vraie pour les vecteurs de W. C'est la même chose pour la commutativité. Cette égalité-là, elle va être vraie pour tous les vecteurs de V, donc forcément elle sera vraie pour tous les vecteurs de W. Pour le neutre, je sais qu'il existe un unique vecteur de V qui est le neutre, c'est-à-dire qui vérifie 0 plus V égale V. Oui, mais est-ce que 0 est dans W? J'en sais rien. Si 0 est dans W, alors je vais bien avoir un neutre, un 0, dans W. Si le 0 n'est pas dans W, j'en aurai pas dans W, parce qu'il n'y en a qu'un. On a bien dit, il existe un unique vecteur de V qui vérifie 0 plus V égale V pour tous les vecteurs V. Donc, si mon 0 n'est pas dans W, je ne peux pas avoir un espace vectoriel. C'est pas possible. Le symétrique, c'est pareil. Je sais que pour tout vecteur V de V ou de W d'ailleurs, je vais avoir un symétrique. Mais attention, un symétrique qui est dans V. Il va falloir vérifier que ce symétrique est bien dans W. Si pour tout vecteur, le symétrique est bien aussi un vecteur de W, ok, c'est bon, la propriété est vraie. Par contre, s'il existe ne serait-ce qu'un vecteur V dont le symétrique n'est pas dans W, ça veut dire que W ne peut pas être un espace vectoriel et donc ne peut pas être un sous-espace vectoriel de V. Bon, pour les prochaines propriétés, en fait, il n'y aura pas de problème. Cette égalité-là, elle est vraie pour tous les vecteurs de V, et donc en particulier pour les vecteurs de W. Tout comme cette égalité, ou même cette égalité, et pareil pour cette égalité-là. Toutes ces égalités, donc on vient de voir, A1, A2, B1, B2, B3 et B4, ce sont des égalités qui sont vraies dans V et donc qui sont forcément vraies dans W. Donc si on fait le bilan, il n'y a que 4 points qu'il va falloir vérifier. Il va falloir s'assurer que c'est bien vrai. Est-ce qu'on a bien une loi de composition interne? Est-ce qu'on a bien une loi de multiplication externe?
est-ce que le neutre est bien dans mon W, dans mon sous-ensemble? Et est-ce que pour tous les vecteurs, j'ai le symétrique qui est dans l'ensemble W? Donc, il faudra en particulier s'assurer que l'élément neutre est bien dans W. Et alors, en fait, si on réfléchit un tout petit peu, eh bien, le fait que le neutre soit dans W et que moins U soit dans W, ça va venir du fait que je peux multiplier un vecteur par un réel, ça va me donner un vecteur de W. Pourquoi? Moins U, c'est moins 1 fois U. Et donc, si, peu importe le lambda, lambda fois U, c'est un vecteur de W aussi, eh bien, en particulier, pour lambda moins 1, j'aurai le moins U qui sera dans W. Et pareil pour l'élément neutre. 0 fois n'importe quel vecteur, ça donne l'élément neutre. Donc, si ma propriété lambda fois U est vraie pour tout lambda, j'aurai le neutre qui sera dedans, forcément. Donc au final, pour montrer qu'on a un sous-espace vectoriel de V, il va suffire de vérifier, ou en tout cas il sera nécessaire et suffisant, de vérifier 3 points. Premier point, W est non vide. Donc vérifier déjà qu'il y a des éléments dedans. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt ni trop de sens. Deuxièmement, on va s'assurer qu'on a bien une loi de composition interne, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que lorsqu'on fait la somme de deux vecteurs de W, on obtient bien un vecteur de W. Et troisième point, eh bien, on va assurer que quand on prend un réel lambda et un vecteur U de W, eh bien lambda U, c'est aussi un vecteur de W. Alors je vous ai dit, oui, mais s'assurer par exemple que le neutre est dans W, eh bien ça va venir de cette propriété-là. Oui, mais en fait, dans la pratique, on va quand même s'assurer dès le début que le neutre est bien dans W. Pourquoi? Si le neutre est bien dedans, on aura démontré que W est non vide et donc on aura bien vérifié la première propriété. Donc on n'aura rien perdu à faire cette vérification-là. Et au contraire, si jamais le neutre n'est pas dedans, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ça ne peut pas être un espace vectoriel et donc W ne peut pas être un sous-espace vectoriel de V. Donc, on commence par regarder si le neutre est dedans. Si oui, on passe au deuxième point, sinon on s'arrête immédiatement. Allez, faisons quelques exemples maintenant. Pour commencer, on va se placer dans l'espace vectoriel R3 muni des lois usuelles. Je vous laisse regarder la vidéo sur les espaces vectoriels pour voir pourquoi est-ce que c'est bien un espace vectoriel. Prenons pour commencer U1, qui est l'ensemble de tous les vecteurs x, y, z de R3 qui vérifient x égale y égale z, c'est-à-dire les trois coordonnées sont égales. Est-ce que U1 est un sous-espace vectoriel de R3 ou pas? Eh bien, allons-y, regardons. Alors, on va commencer par réécrire un tout petit peu plus facilement notre espace U1. Alors, U1, en fait, c'est l'ensemble de tous les vecteurs de R3 qui vont pouvoir s'écrire, disons, K, K, K. Par exemple, je pourrais mettre X, c'est pareil. K, un réel. Alors, quand j'ai écrit ça, eh bien, il me faut, premièrement, vérifier si le neutre, c'est-à-dire 0, 0, 0, est bien un vecteur de U1. Eh bien, en l'occurrence, c'est le cas puisque 0 égale 0 égale 0. J'ai bien les trois coordonnées qui sont égales, donc oui, je suis bien dans U1. Ensuite, est-ce que quand je prends la somme de deux vecteurs de U1, j'ai un vecteur de U1? Eh bien, regardons, donc prenons, allez, je vais prendre U, ça va être K, 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 et on va prendre un vecteur V, donc lui il appartient bien à U1, et puis on va prendre un vecteur V, je sais pas, je vais l'appeler, allez, X, 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 peu importe, c'est aussi un vecteur de U1. Je vais faire la somme des deux, donc U plus V, c'est le vecteur qui s'écrit K plus X, K plus X, K plus X. Attention, je ne vais pas tout rédiger ici,
il y a des éléments que je vais me contenter de donner à l'oral. Eh bien, ce vecteur u plus v, on le voit, oui, c'est un vecteur de u1 parce que k plus x est bien égal à k plus x, c'est bien égal à k plus x. Donc les trois coordonnées sont bien égales. Donc oui, j'ai bien un vecteur de u1. Et ça, je l'ai démontré, quels que soient mes vecteurs u et v, 1 dans u1. Ensuite, est-ce que quand je prends un réel, disons lambda, et un vecteur u, allez, je vais reprendre k de u1, eh bien, lorsque je fais lambda u, est-ce que j'obtiens bien un vecteur de u1? Eh bien, regardons, donc lambda u, c'est lambda k, lambda k, lambda k. Et ça, c'est bien un vecteur de u1, parce que, bah oui, lambda k, c'est égal à lambda k, c'est égal à lambda k. Et je l'ai démontré, quel que soit lambda et quel que soit u. Donc, oui, ça veut dire que u1 est un sous-espace vectoriel de R3. Remarquez que on écrit très souvent SEV pour dire sous-espace vectoriel. Bien. Eh bien, regardons, prenons un autre exemple. U2, c'est l'ensemble des x, y, z de R3 tels que x égale 0, c'est-à-dire la première coordonnée est égale à 0. Alors, je peux réécrire cet ensemble en disant que c'est l'ensemble des 0, y, z, où j'ai y et z qui sont deux réels. Est-ce que ça me donne un sous-espace vectoriel de R3 ou pas? Regardons. Est-ce que 0, 0, 0 appartient à U2? Oui, la première coordonnée est bien 0. Je vais prendre ensuite, allez, on va prendre U, ça va être 0, Y, Z. Et je vais prendre V qui va être 0, Y', Z', deux vecteurs de U2. Je vais faire la somme. U plus V, qu'est-ce que c'est? C'est 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Y plus Y' et Z plus Z'. La première coordonnée de ce vecteur est bien 0, donc ça veut dire que c'est un vecteur de U2. Je vais prendre ensuite un réel lambda et U qui est un vecteur de U2, donc 0, Y, Z. Quand je calcule lambda fois U, qu'est-ce que j'obtiens? Lambda fois 0, ça fait 0. Lambda Y, lambda Z. Encore une fois, ce vecteur appartient bien à U2 parce que la première coordonnée est bien 0. Donc, ça veut dire que U2 est un sous-espace vectoriel de R3 puisque j'ai bien démontré à la fois qu'il est non vide, que la somme de deux vecteurs de U2, ça donne un vecteur de U2, et que le produit d'un vecteur de U2 par un réel, ça donne un vecteur de U2. Allez, on fait encore un exemple. Prenons U3 qui est l'ensemble des vecteurs x, y, z, tels que le carré de la première coordonnée est égal au carré de la deuxième coordonnée. Alors, est-ce qu'on a un sous-espace vectoriel de R3 ou pas? Alors ici, c'est un petit peu plus difficile de réécrire cet ensemble. Gardons juste en tête que x carré égale y carré, ça veut dire que x est égal à plus ou moins y ou y est égal à plus ou moins x. Bon. Est-ce que 0, 0, 0 appartient à U3? Eh bien oui, parce que 0 carré, c'est égal à 0 carré. Prenons maintenant, alors on va prendre U, ça va être, allez, on va dire x1, y1, z1. Donc un vecteur de U3. Alors attention, vecteur de U3, ça veut dire que, allez, je vais le mettre plutôt comme ça, c'est-à-dire que x1 carré est égal à y1 carré. Et on va prendre V qui va être x2, y2, z2, qui appartient à U3, c'est-à-dire que je vais avoir x2 carré qui est égal à y2 carré. Bon, maintenant question, est-ce que U plus V est un vecteur de U3? Alors U plus V, c'est quoi? C'est x1 plus x2, y1 plus y2,
et Z1 plus Z2. Est-ce que ça, c'est un vecteur de U3 ou pas? Eh bien, regardons. Donc, je vais changer de couleur parce que je vais mettre... Allez, ça va être mon brouillon. Donc, la question, c'est est-ce que x1 plus x2 carré est égal à y1 plus y2 carré? Si oui, eh bien, j'aurai la somme de deux vecteurs de U3 qui est un vecteur de U3. Si non, ou en tout cas si je peux trouver x1, x2, y1, y2 qui ne vérifie pas ça, eh bien, à ce moment-là, la réponse sera non. Alors, ça revient à se poser la question, est-ce que x1 carré plus 2x1, x2 plus x2 carré, est-ce que ça va être égal à y1 carré plus 2y1, y2 plus y2 carré? C'est la question. Alors, ce qu'on sait, comme U est un vecteur de U3, x1 carré, c'est égal à y1 carré. Donc, je vais pouvoir simplifier ça. Comme V est un vecteur de U3, je sais que x2 carré est égal à y2 carré. Donc, je vais pouvoir simplifier ça et ça. Donc, au final, ça revient à se poser la question, est-ce que x1, x2, j'enlève les deux, ils ne servent à rien, est-ce que ça va être égal à y1, y2? Alors, j'ai noté x1 carré égale à y1 carré, j'aurais pu aussi noter, dire que y1 c'est égal à plus ou moins x1. Et puis, de la même façon, j'aurais pu noter que y2 c'est égal à plus ou moins x2. Vous voyez qu'on a 4 cas de figure à prendre en compte. Si on est dans le cas de figure où on a y1 qui est égal à x1 et y2 qui est égal à x2. Bah dans ce cas-là, oui, je vais bien avoir y1, y2 qui est égal à x1, x2. Si je suis dans le cas de figure où y1 égale à moins x1 et y2 est égal à moins x2, eh bien, quand je vais calculer y1 fois y2, je vais avoir moins x1 fois moins x2, c'est-à-dire moins moins qui fait plus, donc je vais avoir x1 fois x2. Ok, c'est bon. Si je prends y1 qui est égal à x1 et y2 qui est égal à moins x2, ah bah dans ce cas-là, quand je vais faire y1 fois y2, je vais obtenir moins x1, x2. Donc, si j'ai ni x1 ni x2 qui est égal à 0, bah, j'aurai pas x1, x2. D'accord? J'aurai moins x1, x2. Donc ça veut dire que l'égalité ne sera pas toujours vraie. Donc en fait, tout ce que je viens de faire, bah, j'aurais pu ne pas le faire. Il suffisait de prendre un exemple pour lequel ça ne fonctionnait pas. Alors je vais juste garder le fait que pour choisir mon exemple, il faut que je prenne y1 égale x1 et y2 égale moins x2. Ou le contraire, ça ne changera rien. Alors on va prendre, prenons-en un, pas trop difficile, prenons 1, 1, 0. Lui, vous voyez qu'il appartient bien à U3, 1 carré est égal à 1 carré. Et je vais prendre, prenons 1, moins 1, 0. Lui, il appartient bien à U3 aussi, puisque 1 au carré, c'est bien égal à moins 1, le tout au carré. Quand je fais la somme des deux, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2, 0, 0. Et on voit que ce vecteur-là, il n'appartient pas à U3. Vous mettez 2 carrés, c'est pas égal à 0 carré. Donc, ça veut dire que non, U3 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Parce que j'ai réussi à trouver deux vecteurs de U3 qui, quand je fais la somme, ne donnent pas un vecteur de U3. Pas besoin d'aller vérifier la troisième propriété. C'est pas un sous-espace vectoriel. Allez, faisons encore un exemple. Prenons cette fois U4, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3 tels que x égale 1. Alors je peux réécrire cet ensemble comme étant l'ensemble de tous les vecteurs 1, y, z, où on a y et z qui sont deux réels. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel? Est-ce que 0, 0 appartient à U4?
Eh bien non, parce que la première coordonnée, 0, c'est pas 1, donc c'est pas dans U4. Donc, pas besoin d'aller plus loin. On peut dire tout de suite que U4 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Et vous remarquerez que si on se contentait de dire oui, bah, il faut que U4 soit non nul, non vide, bah oui, c'est bien le cas. Hein. Ici, U4, il est non vide. Hein. Vous prenez 1, 0, 0 ou 1, 1, 1, ou... ce sont bien des vecteurs de U4. D'accord? Donc il est bien non vide. Par contre, le neutre n'est pas dedans. Le neutre n'est pas dedans, donc ça ne peut pas être un sous-espace vectoriel de R3. C'est pas possible. C'est pour ça hein, que je vous dis, commencez par vérifier que le neutre est dedans. S'il est dedans, c'est non vide. S'il n'est pas dedans, on s'arrête. Bon, allez, prenons d'autres exemples. Tiens, plaçons-nous, non plus dans R3, mais on se place dans l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre 2. À nouveau, je vous laisse aller voir dans la vidéo sur les espaces vectoriels, pourquoi est-ce que c'est bien un espace vectoriel. Prenons GL2 de R, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les matrices de carrés d'ordre 2 qui sont inversibles. C'est bien un sous-ensemble de M2 de R. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de M2 de R? Eh bien, on va faire pareil. Est-ce que le neutre, alors attention, le neutre de M2 de R, c'est la matrice carrée d'ordre 2, hein, nulle. Donc il n'y a que des zéros dedans. Est-ce que ça appartient à GL2 de R? Eh bien non, parce que la matrice nulle, son déterminant c'est 0, et qui dit déterminant 0, dit matrice pas inversible. Donc ça veut dire que GL2 de R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 inversibles, n'est pas un sous-espace vectoriel de M2 de R. Allez, prenons un autre exemple. Notons TS, l'ensemble de toutes les matrices de M2 de R qui sont triangulaires supérieures. Donc TS, je vais pouvoir le noter comme l'ensemble de toutes les matrices, ça va dire A, B, 0, D, où j'ai A, B et D qui sont 3 réels. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de M2 de R ou pas? Eh bien, on va regarder. Est-ce que le neutre, c'est-à-dire la matrice carrée d'ordre 2 nul, c'est-à-dire matrice 0, 0, 0, 0, est un élément de TS? Eh bien oui, vous voyez bien qu'il suffit de prendre A égale B égale D et est égal à 0. Ensuite, je vais prendre deux matrices de TS et je vais faire la somme. Alors attention, je note pas les choses comme il faut ici, hein, je vais aller un petit peu plus vite, il faudrait faire bien mieux dans la rédaction. Prenons A, B, 0, D, plus allez, A', B', 0, D'. Vous voyez bien que j'ai bien ici deux matrices de TS dont je fais la somme. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens A plus A', B plus B', 0 plus 0, qui fait 0, et D plus D'. Eh bien oui, ça c'est bien une matrice de TS, puisque j'ai bien une matrice triangulaire supérieure. Je vais prendre maintenant un nombre réel lambda fois une matrice AB0D, donc une matrice de TS. Ça me donne quoi? Ça me donne lambda A, lambda B, lambda fois 0, c'est-à-dire 0, et lambda D. Et ça, à nouveau, c'est bien une matrice de TS, c'est bien une matrice triangulaire supérieure. Donc, eh bien, je peux en conclure, alors encore une fois, hein, en rédigeant correctement les choses, que TS est un sous-espace vectoriel de M2 de R. Alors d'ailleurs, si on note TI, l'ensemble des matrices de M2 de R qui sont triangulaires inférieures, ça marche exactement pareil. Il suffit de l'écrire, ça nous donnera bien aussi un sous-espace vectoriel de M2 de R. Allez, prenons un troisième exemple. On va se placer dans l'espace vectoriel des fonctions qui vont de 0 à 1 dans R. Comme ça, on aurait vu plein d'exemples très différents, mais vous voyez que ça marche exactement pareil à chaque fois. Alors, je vais prendre U1, c'est l'ensemble des fonctions qui vont de 0 à 1 dans R, donc bien sous-ensemble de l'ensemble du début.
tel que f de 0 est égal à f de 1. Hein, j'impose f de 0 égale f de 1. Est-ce que ça me donne un sous-espace vectoriel de l'ensemble allez, je vais mettre V, hop, de l'ensemble V des fonctions de 0, 1 dans R. Bah, regardons. Est-ce que la fonction 0 appartient à U1? Ben oui, la fonction 0, on sait que c'est la fonction qui a tout x, donc qui va ici, 2, 0, 1 dans R, qui a tout x associe le nombre 0. Bah, si à tout nombre j'associe le nombre 0, j'ai forcément l'image de 0 qui était égale à 0 et l'image de 1 qui est 0 aussi. Donc j'ai bien l'égalité. Donc oui, c'est bien dans U1. Ensuite, prenons f, une fonction de U1, et g, une fonction de U1. Quand je fais f plus g, je vais regarder f plus g de 0. Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne f de 0 plus g de 0. Si je prends maintenant f plus g de 1, qu'est-ce que j'obtiens? Bah, f plus g de 1, c'est f de 1 plus g de 1. Oui, mais f était une fonction de U1. Ça veut dire que f de 0, c'est égal à f de 1. Et puis g, c'est une fonction de U1 aussi, donc ça veut dire que g de 0, c'est égal à g de 1. Donc oui, f plus g de 0, c'est bien égal à f plus g de 1. Maintenant, si je prends... Alors attention, encore une fois, je n'ai pas rédigé correctement, il y a des éléments qui manquent. Mais je les ai dit à l'oral. Si je prends un lambda réel et une fonction f de U1, que je calcule, lambda f de 0, c'est donc lambda fois f de 0. Et quand je vais calculer lambda f de 1, je vais avoir lambda fois f de 1. Et comme j'ai f de 0 qui est égal à f de 1, bah oui, lambda f de 0, c'est bien égal à lambda f de 1. Et donc, j'ai l'égalité entre lambda f de 0 et lambda f de 1. Donc, ça veut dire que oui, mon U1 est bien un sous-espace vectoriel de mon ensemble, allez, que j'ai noté V, des fonctions de 0, 1 dans R. Allez, encore un exemple. Prenons cette fois les fonctions de 0, 1 dans R telles que f de 0 est négatif. Alors, négatif ou nul. Est-ce que ça me donne un sous-espace vectoriel de l'ensemble, allez, toujours V, des fonctions de 0, 1 dans R? Est-ce que la fonction nulle appartient à U2? Bah oui, encore une fois, à tout x, j'associe la valeur 0, donc l'image de 0, c'est 0, et 0, c'est bien plus petit ou égal à 0. Donc tout va bien. Quand je prends f et g, deux fonctions de U2, je vais faire f plus g, et je vais regarder f plus g de 0. La question, c'est est-ce que c'est négatif ou pas? Eh bien, f plus g de 0, c'est f de 0 plus g de 0. Oui, mais f de 0, il est dans f plutôt est dans U2, donc f de 0, c'est négatif. Et g est dans U2, donc g de 0, c'est négatif. Je fais la somme de deux trucs négatifs, ça me donne quelque chose de négatif aussi. Prenons maintenant eh bien, lambda réel et f, une fonction de U2. Quand je calcule lambda f de 0, j'obtiens lambda fois f de 0. F de 0, c'est négatif parce que, eh bien, f, c'est une fonction de U2. Ah bah oui, mais lambda, il est négatif ou il est positif? Ça va être négatif si lambda est positif, mais ça va être positif si lambda est négatif. Et donc, ça veut dire que, déjà, au lieu d'écrire tout ça, j'aurais pu dire tout simplement, cas très simple, prenez moins, donc, on va prendre soit f appartient à U2,
moins f n'appartient pas à U2, car moins f de 0, c'est égal à moins f de 0. Et ça, c'est positif. Alors, à vrai dire, on va même prendre, non, vaudrait mieux prendre, soit f appartient à U2, tel que f de 0 est strictement négatif. Ça évitera les cas de figure. Hop. Du coup, j'ai moins f de 0 qui est strictement positif, et donc moins f n'appartient pas à U2. Donc, ça veut dire que U2 n'est pas un sous-espace vectoriel de grand V. Donc, vous voyez, on a fait là un certain nombre d'exemples, déjà, dans des cas de figure très différents. On a pris R3, on a pris des matrices carrées d'ordre 2, on a pris des fonctions, mais au final, ça marche pareil. Je fais vraiment la même chose à chaque fois. Continuons encore un tout petit peu avec des exemples. Je reprends l'exemple 1, donc je me replace dans l'espace vectoriel R3 et je vais reprendre U1 qui est l'ensemble de tous les x, y, z avec les 3 coordonnées égales. Donc on avait dit qu'on pouvait l'écrire, l'ensemble des... allez, je vais l'écrire x, 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 où j'ai x qui est un réel. Et puis U2, donc, qui est l'ensemble des x, y, z, tels que x égale à 0, c'est-à-dire l'ensemble des 0, y, z, où j'ai y et z qui sont deux réels. Bon. Donc on a démontré précédemment que ce sont deux sous-espaces vectoriels de R3. Qu'est-ce qui se passe si je prends l'intersection de ces deux ensembles? Alors, l'intersection de ces deux ensembles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des vecteurs qui, à la fois, sont dans U1 et sont dans U2, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs qui, à la fois, ont les 3 coordonnées qui sont égales et en même temps la première qui est égale à 0. Donc, ça veut dire que les 3 coordonnées doivent être égales à 0. Et donc, V1, c'est quoi? Finalement, c'est l'ensemble de juste 0, 0, 0. Est-ce que ça, c'est un sous-espace vectoriel de R3? Est-ce que le neutre de R3 est dedans? Oui, d'ailleurs, il n'y a rien que lui. Quand je fais la somme de deux vecteurs de V1, je vais faire 0, 0, 0, plus 0, 0, 0, ça me donne 0, 0, 0, c'est bien dans V1. Et quand je vais multiplier un nombre réel lambda par 0, 0, 0, ça va me donner 0, 0, 0. Donc c'est bien dans V1 aussi. Donc oui, V1 est un sous-espace vectoriel de R3. Qu'est-ce qui se passe si je prends l'union des deux? Alors, l'union des deux, ça veut dire que soit je suis dans U1, soit je suis dans U2, voire éventuellement je suis dans les deux, mais on a dit dans les deux, il y a juste 0, 0, 0. Alors, est-ce que 0, 0, 0 est dedans? Oui, on vient de le dire, il est même dans l'intersection, il est dans les deux, donc oui, ça appartient bien à V2. Donc V2 est non vide. Prenons, alors, on va prendre U, un vecteur de V2, et on va prendre V, un vecteur de V2 aussi. Et regardons ce qui se passe pour U plus V. Alors, pour U plus V, ça va dépendre. Déjà, c'est difficile d'écrire U égale et V égale parce que ça va dépendre si on est plutôt dans U1 ou plutôt dans U2. Donc, prenons en compte tous ces cas-là. Alors, si U appartient à U1 et V appartient à U1. Dans ce cas-là, on est bien, U appartient à U1, donc il appartient à V2, et V appartient à U1, donc il appartient à V2. Donc oui, je suis bien dans un sous-cas de ce qui m'intéresse. Eh bien, dans ce cas-là, je sais que U plus V, ça appartient à U1, puisque U1, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Et donc, ça veut dire que U plus V, ça appartient à V2. Si maintenant, U appartient à U2 et V appartient à U2, alors, eh bien, U plus V, ça appartient à U2, puisque U2 est un sous-espace vectoriel de R3, d'où U plus V, c'est bien un vecteur de V2. Encore une fois, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe si je prends U dans U1 et V dans U2?
Bah là, pour le moment, je ne sais pas trop quoi dire. Alors, U appartient à U1. Ça veut dire que U, il va s'écrire de la forme X, X, X. V, il appartient à U2. Ça veut dire que V, il va être de la forme 0, Y, Y. Quand je vais faire U plus V, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir donc X, X plus Y, pas Y, 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 Z, hein, et puis donc X plus Z. Est-ce que ça appartient à V2? Bah, tout dépend. Est-ce que U plus V appartient à U plus V? Est-ce que ça appartient à U1? Bah, pour qu'il appartienne à U1, il faut que les trois coordonnées soient égales. Donc, ça veut dire que X doit être égal à X plus Y, qui doit être égal à X plus Z. C'est-à-dire que je dois avoir Y qui est égal à Z, qui est égal à 0. Bon, bah, en gros, ça veut dire que V doit être le vecteur nul. Pour que U plus V appartienne à U2, bah, ça veut dire que je dois avoir X qui est égal à 0. Bon, bah ça veut dire que le vecteur U, il doit être égal au vecteur nul. Donc, si je prends U dans U1 et V dans U2, U plus V va être dans V2 uniquement si U ou V est le vecteur nul. Mais il me reste plein de cas qui ne sont pas vrais. Donc ça veut dire que ça va être faux en général. Donc au lieu de dire tout ça, j'aurais pu dire tout simplement, eh bien, si je prends le vecteur 1, 1, 1, donc ça c'est un vecteur de V2 parce que c'est un vecteur de U1. Que j'additionne le vecteur, allez, 0, 1, 0. Ça, c'est un vecteur de V2 parce que c'est un vecteur de U2. Attention, hein, on a bien dit, pour que ça ne marche pas, il faut en prendre un dans U1, un dans U2 et aucun des deux qui est le vecteur nul. Quand je fais la somme des deux, j'obtiens quoi? J'obtiens 1, 2, 1. Eh bien, ce vecteur-là, il n'appartient pas à V2 parce qu'il n'appartient pas à U1. Bah non, il n'est pas dans U1, les trois coordonnées ne sont pas égales. Et il n'appartient pas à U2 parce que la première coordonnée, c'est pas 0. Donc, j'ai réussi à trouver un exemple, mais il y en a beaucoup plus, hein, pour lequel, eh bien, deux vecteurs de V2, quand je fais la somme, ça ne me donne pas un vecteur de V2. Donc, ça veut dire que V2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends maintenant le complémentaire de U2 dans R3, c'est-à-dire je prends en V3 qui est l'ensemble de tous les vecteurs de R3, sauf les vecteurs de U2. Bah, là, c'est très simple. Est-ce que 0, 0, 0 appartient à V3? Bah non. Il ne peut pas être dans V3 puisqu'il est dans U2. Donc s'il est dans U2, il n'est pas dans son complémentaire. Donc il n'est pas dans V3. Donc ça veut dire que V3 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Donc on a vu ici que en prenant deux sous-espaces vectoriels de R3, quand j'ai fait l'intersection, ça m'a donné un sous-espace vectoriel de R3. Quand j'ai fait la réunion, ça ne m'a pas donné un sous-espace vectoriel de R3. Et quand j'ai pris le complémentaire, ça ne m'a pas donné un sous-espace vectoriel de R3. Bon, essayons un autre exemple pour voir si ça marche un peu pareil. Alors, je vais reprendre l'exemple des matrices carrées d'ordre 2. Je vais reprendre, on a montré que TS, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de carré d'ordre 2, c'était bien un sous-espace vectoriel de M2 de R. Pour TI, matrice triangulaire inférieure, je ne l'ai pas démontré, mais on a dit que ça marchait pareil. Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends l'intersection? Alors, l'intersection, c'est quoi? L'ensemble des matrices qui sont à la fois triangulaires supérieures et triangulaires inférieures, ce sont les matrices diagonales. Donc A0, 0, D, où j'ai A et D, qui sont deux réels. Est-ce que ça, c'est un sous-espace vectoriel de M2 de R? Bah, regardons.
0, 0, 0, 0, oui, ça appartient bien à D. Quand je vais prendre A, 0, 0, D, plus A', 0, 0, D', bah, ça me donne A plus A', 0 plus 0, donc 0. 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Et D plus D'. Oui, ça c'est bien une matrice de D. Et quand je vais prendre lambda fois A0, 0, D, je vais avoir eh bien, lambda A, lambda 0 qui fait 0, lambda 0 qui fait 0, et lambda D, c'est bien une matrice diagonale, donc c'est bien une matrice de D. Donc oui, D, c'est un sous-espace vectoriel de M2 de R. Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends la réunion des deux ? Ben, ça va être le même principe que ce qu'on a fait juste avant. Alors, la matrice nulle, oui, elle va bien appartenir à l'intersection des deux parce que bah, elle est dans chacune des deux. Hein, donc forcément, elle est dans la réunion. Quand je vais prendre la somme de deux matrices dans TS union TI, si je prends deux matrices de TS, la somme des deux, ça va me donner une matrice de TS. Si je prends deux matrices de TI, que je fais la somme, ça va me donner une matrice de TI. Si je prends une matrice de TS et une matrice de TI, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc je vais avoir A, B, 0, D, plus, disons, A', 0, C', D'. Bah, ça me donne quoi? Ça me donne A plus A', ça me donne B, ça me donne C', et ça me donne D plus D'. Et vous voyez que ça, eh bien, ce n'est pas une matrice ni triangulaire supérieure ni triangulaire inférieure, sauf si B égale 0 ou C' est égal à 0. Donc, prenons plutôt un exemple précis où on va prendre pas des matrices diagonales, donc prenons, on peut y aller, on peut être très simple, hein, 0, 1, 0, 0, plus 0, 0, 1, 0. Donc j'ai bien ici une matrice de TS, ici une matrice de TI, hein, donc elles sont bien toutes les deux dans la réunion. Et bien la somme des deux, ça me donne 0, 1, 1, 0, et ça n'appartient ni à TS, ni à TI, donc ça n'appartient pas à la réunion. Donc ça veut dire que TS union TI n'est pas un sous-espace vectoriel de M2 de R. Et si je prends M2 de R privé de TS, donc le complémentaire de TS dans M2 de R, eh bien, pour la même raison, le neutre n'appartient pas à cet ensemble-là, puisque le neutre est dans TS. Donc, s'il est dans TS, il ne peut pas être dans son complémentaire. Donc, ça veut dire que M2 de R privé de TS, hein, le complémentaire de TS dans M2 de R, n'est pas un sous-espace vectoriel de M2 de R. Alors on peut généraliser ce qu'on vient de voir. Si je prends W1 et W2, deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel V, eh bien l'intersection de W1 et W2 sera toujours un sous-espace vectoriel de V. Pourquoi? Eh bien pour la même raison que ce qu'on a vu dans les exemples. C'est-à-dire que le neutre, il va appartenir forcément à W1 et il va forcément appartenir à W2. Donc ça veut dire que le neutre appartient à W1 inter W2. Pareil, vous prenez un vecteur U qui est dans W1 inter W2. Et vous prenez V qui appartient à W1 inter W2. Oui, mais U, il appartient à W1 et V appartient à W1. Donc, ça veut dire que U plus V, ça appartient à W1. Et puis pareil, U en particulier, il est dans W2. Et V en particulier, il est dans W2. D'où, comme ce sont W2 est un sous-espace vectoriel de V, et bien U plus V, ça appartient à W2. Et donc, vous voyez que, bah oui, U plus V, ça appartient à W1 inter W2. Et puis, si je prends pareil, U dans W1 inter W2,
et lambda un réel, eh bien U appartient en particulier à W1, donc ça veut dire que lambda U appartient à W1, puisque W1 est sous-espace vectoriel de V, et puis U appartient à W2, et W2 est un sous-espace vectoriel de V, donc lambda U appartient à W2, ce qui veut dire que lambda U appartient bien à W1 inter W2. Donc oui, W1, W2, enfin inter W2, sera toujours un sous-espace vectoriel de V. Pour la réunion, en général, ce ne sera pas un sous-espace vectoriel de V pour les raisons qu'on a vues dans les exemples. W1 union W2, ça veut dire qu'on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Alors si on prend la somme de deux vecteurs qui sont tous les deux dans W1, bon bah la somme sera dans W1 et ce sera bien dans l'union. Si je prends deux vecteurs de W2, la somme des deux, ça va être dans W2 et donc ce sera bien dans l'union. Par contre, si j'en prends un dans W1 et l'autre dans W2, il n'y a aucune raison pour que la somme des deux, ça me donne un vecteur de W1 ou de W2. Dans quelques cas particuliers, ça pourrait être le cas, mais en général, il n'y a pas de raison pour que ce soit vrai. Et puis, le complémentaire d'un sous-espace vectoriel ne sera jamais un sous-espace vectoriel de V. Tout simplement parce que le neutre 0, il appartient à W1. Donc s'il appartient à W1, ça veut dire qu'il ne peut pas appartenir à V privé de W1. Donc le complémentaire ne sera jamais un sous-espace vectoriel de V. Bon, une remarque pour terminer. Quel est l'exemple fondamental de sous-espace vectoriel que vous devez garder à l'esprit? Eh bien, c'est tout simplement un plan de l'espace R3 ou une droite de R2 ou de R3. Attention, toujours la même remarque que j'ai fait déjà dans le cas des espaces vectoriels, c'est pas n'importe quel plan parce qu'on n'a pas de notion de point, parce que en fait, c'est un plan, mais on ne le considère pas comme un ensemble de points, mais comme un ensemble de vecteurs. D'ailleurs, on verra dans une vidéo prochaine qu'on parlera de plan vectoriel ou de droite vectorielle. Donc, si vous voulez vous référer à la géométrie que vous avez vue au lycée, ok, pourquoi pas, mais à ce moment-là, vous prenez des plans qui contiennent forcément l'origine, et vous prenez des droites également qui passent ou contiennent forcément l'origine. D'accord? En gardant toujours en tête cette idée qu'il n'y a pas de notion de point, que tous les vecteurs sont rattachés à l'origine. Donc, on voit d'ailleurs pourquoi est-ce que les plans et les droites doivent forcément contenir cette origine. Donc, on fait bien attention toujours. Il y a une petite différence quand même entre la géométrie et l'algèbre linéaire, mais pour vous aider, si vous voulez visualiser, ok, on prend plan droite de R2, de R3, mais on a l'origine qui est dedans. Voilà qui conclut cette vidéo sur les sous-espaces vectoriels.